Bonjour à tous et bienvenue à la présentation Une autre façon de faire l'intelligence artificielle, présentée par Nicolai Vanhomme. Je me présente, Laurence Renaud, conseillère à la planification et la performance chez Evado. Je serai la modératrice de cette présentation. Tout d'abord, quelques mentions. Le temps est très précieux aujourd'hui puisque les présentations s'enchaînent. Alors ne m'en veuillez pas lorsque je vous indiquerai qu'il reste 2 minutes ou lorsqu'il s'agira de la dernière question. Pour les questions, vous remarquerez dans le chat qui devra apparaître à droite de votre écran un onglet clavardage, questions et sondages. Nous vous demandons d'utiliser l'onglet questions pour celle-ci. Nous vous conseillons de les écrire tout au long de la présentation. Ce qui amène aussi à spécifier qu'il n'y a aucune option d'interaction audio avec la plateforme. La manière d'interagir est par le chat et je rapporterai vos questions au présentateur à la fin de sa présentation. Aussi, toutes les présentations sont enregistrées et seront disponibles dans les prochains jours. Donc maintenant, laissez-moi vous présenter notre conférencier. Nicolai Vanhomme possède une maîtrise en mathématiques pures, un master en informatique théorique ainsi qu'un PhD en mathématiques appliquées et génie industriel. Il résout des problèmes industriels complexes depuis plus de 25 ans pour des petites, moyennes et grandes entreprises telles que Google et Jupyter Networks. En 2017, il cofonde Funartech, une jeune start-up montréalaise spécialisée dans les solutions industrielles innovantes, combinant l'apprentissage automatique et la recherche opérationnelle. Cette aventure entrepreneuriale lui permet de travailler sur des problèmes importants, comme le réchauffement climatique ou sur une hybridation entre l'apprentissage automatique et la recherche opérationnelle, qui pourrait mener à la véritable intelligence. Nicolai, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'une autre façon de faire de l'intelligence artificielle. Essentiellement, il s'agit de combiner la recherche opérationnelle avec de l'apprentissage automatique, donc du machine learning et du operations research. Pour le niveau de difficulté, en fait, je ne vais pas aller dans les détails, mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions techniques. Alors, un peu de terminologie, je vais utiliser de manière, je dirais, indiscriminée OR, Operations Research, RO, recherche opérationnelle, d'une part, et d'autre part, le ML, Machine Learning, AA, apprentissage automatique. Donc, je vais les utiliser de manière interchangeable. Ce que j'aimerais que vous gardiez en mémoire après cette présentation, c'est au moins un des 4 points suivants. Si vous avez les 4, génial, mais au moins un des 4. Le premier point, c'est qu'en fait, il existe une science qui s'appelle la recherche opérationnelle et que cette science, elle est importante. Le deuxième point, c'est qu'il existe une analyse prescriptive qui est différente de l'analyse prédictive, et je pense que le prescriptif est nettement meilleur que le prédictif. D'ailleurs, le prescriptif inclut le prédictif. Troisième point, c'est la complémentarité entre le ML et le OR, la recherche opérationnelle. Je rencontre encore plein de gens qui ne comprennent pas ça ou qui me disent « Tiens, mais il y a des problèmes qui sont plutôt à résoudre avec du ML ou plutôt avec du OR ». Mon point de vue, c'est qu'en fait, il faut toujours les combiner, peu importe le domaine, peu importe le problème. Et finalement, il y a au moins 4 façons de combiner les deux. Alors, il y en a 3 qui deviennent assez connues. Il y en a une, la première, qui en fait est devenue totalement acceptée, je dirais maintenant, qui est mainstream. IBM a commencé à le faire, ça a commencé à le faire. Il y en a deux autres qui sont techniques, mais qui sont en train de devenir mainstream aussi. Et puis, il y en a une 4e qui est en fait, à ma connaissance, relativement inconnue, voire totalement inconnue. Et donc là, c'est quelque chose que nous développons chez Funartech et on pense que en fait, c'est assez prometteur et on pense même que c'est le futur de l'IA. Donc voilà les 4 points que je vais présenter maintenant. Alors, quand on pense aux solutions analytiques, souvent, voilà ce qu'on a en tête. Donc, il y a le data science, le big data, l'intelligence artificielle, avec le machine learning, évidemment le deep learning, mais il manque au moins un élément essentiel, c'est la recherche opérationnelle, qui en fait est à cheval sur toutes ces disciplines. Alors, pourquoi est-ce que la recherche opérationnelle est tellement importante? C'est parce qu'en fait, c'est un composant essentiel de l'analyse prescriptive. Devant vous, vous avez en fait une découpe en 4 questions des approches analytiques qui est proposée par Gartner. Vous avez ici l'analyse descriptive. En fait, on répond à la question « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis, on a l'analyse diagnostique. Pourquoi ça s'est passé? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses? Il y a l'analyse prédictive, qui est en fait le gros buzz du moment, où le machine learning a vraiment boosté, je dirais, le tout. Et c'est essentiellement de ça dont on parle quand on parle de l'IA aujourd'hui. Et puis, il y a l'analyse prescriptive, qui en fait répond à la question « Quelle est l'action optimale à prendre ?» Et je dirais même, c'est plus que ça. C'est un changement de paradigme dans le sens où, dans le prédictif, ce qu'on a, c'est qu'on a une entrée, puis vous avez construit un système qui vous donne
une réponse par rapport à l'entrée, en général avec une certaine probabilité. Ici, on a vraiment un changement de paradigme parce qu'au lieu de donner une entrée, en fait, on regarde la sortie désirée. Par exemple, je voudrais augmenter mes ventes de 20%. Qu'est-ce que je dois faire? Et le système que vous allez construire va en fait vous construire ce que vous devez mettre en input. Voilà. Alors, encore un petit détail, ces 4 questions-là, il ne faut pas les voir comme 4 questions séparées, c'est vraiment des questions qu'on se pose de manière continue et on crée en fait un système qui apprend et dont les réponses et questions se reposent les unes sur les autres. Qu'est-ce que la recherche opérationnelle? La plupart d'entre vous le savent, mais il y en a certains qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, très vite, en quelques mots, c'est une science qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est essentiellement la science de l'optimisation. Je vais vous donner un exemple concret ici. Vous avez la réalité dans la colonne de gauche. Donc ici, on a un problème. On est dans la ville de Königsberg, Kaliningrad aujourd'hui. Il y a 7 ponts et les gens se posaient la question, est-ce qu'il y a moyen en fait de faire un tour en passant une et une seule fois par chacun des 7 ponts? Alors Euler, le grand Euler, a résolu ce problème-là. Et de manière générale, on a un problème réel, on le modélise mathématiquement. Donc on entre dans la réalité mathématique et on résout mathématiquement le problème. Ici, ça a donné naissance à la théorie des graphes. En fait, la question revient à se dire, tiens, dans le graphe où les arêtes correspondent au pont, est-ce qu'il y a moyen de se balader dans le graphe en passant une et une seule fois par chacune des arêtes? La réponse, c'est non. Question subsidiaire, on doit passer au moins une deuxième fois sur au moins une arête. Quel est le nombre minimal d'arêtes sur lequel il faut repasser pour faire un tour complet? Donc partir d'un point, d'un sommet et revenir à ce sommet. La réponse, c'est 2. Ça peut se démontrer mathématiquement, c'est ce que Euler a fait. Et une fois qu'on a une solution mathématique, on retourne dans la réalité et on essaie d'appliquer la solution. Dans ce cas-ci, c'est relativement simple, puisqu'il suffit de prendre le parcours dans le graphe. En général, les deux passages, le passage de la réalité aux mathématiques, puis des mathématiques à la réalité, est extrêmement difficile. Quelques résultats de la recherche opérationnelle. On voit par rapport à des solutions qui n'utilisent pas la recherche opérationnelle souvent une optimisation de 20 à 40% en plus, y compris par rapport à des algorithmes intelligents, y compris par rapport à des algorithmes en ML. C'est une science très connue qui est utilisée de manière intensive dans plein de secteurs, notamment le transport, l'Internet, l'armée, supply chain. Il n'y a pas de supply chain sans OR. Et encore une fois, c'est vraiment la science de l'optimisation. Dès que vous pensez optimiser, optimisation, pensez recherche opérationnelle. Alors, un exemple pour montrer comment la recherche opérationnelle peut optimiser nettement mieux que, en fait, toutes les autres sciences. Ici, c'est une comparaison par rapport au machine learning. Vous avez le TSP, Traveling Salesman Problem. C'est un problème où vous avez des villes, les points rouges qui sont là, et vous voulez faire un parcours où vous rentrez dans une ville, vous sortez d'une ville, donc vous parcourez chacune des villes une seule fois, vous faites un tour complet, partez d'un point de départ, vous revenez au point de départ, et vous voulez que, par exemple, la distance soit minimale. Alors, c'est un problème qui se résout en ML, en machine learning, et les meilleures approches, jusqu'à présent, arrivent à résoudre ce problème de manière optimale avec environ 100 villes. Si on regarde ce que la recherche opérationnelle peut faire, c'est 100 000 villes. Alors là, je parle de résolution exacte. Quand il s'agit de résolution approximée, c'est un petit peu différent, mais la différence, on parle quand même de 3 ordres de grandeur, 10 à la 2 versus 10 à la 5. La recherche opérationnelle est vraiment meilleure pour l'optimisation. Alors, hybrider les deux. Oui, ça se fait au moins de 4 façons différentes. La première, qui maintenant est tout à fait acceptée, donc il n'y a plus du tout aucune controverse là-dessus, ou presque, c'est de combiner les deux, le ML et le OR, comme 2 boîtes noires. L'idée, c'est en fait d'utiliser en général le ML d'abord pour avoir des prédictions, des estimations, des estimés, et puis une fois obtenus ces estimés, optimiser avec la recherche opérationnelle. Un exemple, vous êtes une compagnie de train, vous avez des voies que vous devez réparer, remplacer. Comment est-ce que vous pouvez faire ça pour un coût minimal? Vous le faites en 2 temps. Premier temps, vous mettez des caméras sous vos wagons, vous passez vos trains, vous prenez des photos. Avec du deep learning, vous faites un collage des photos. Avec du deep learning sans doute ou une autre technique en ML, vous arrivez à détecter quelles sont les défectuosités. Vous arrivez à dire, tiens, ce rail-là, il a telle défectuosité, ça devrait en fait être réparé dans 8 mois. Celui-là, il devrait être réparé dans 2 ans. Mais vous ne savez pas comment agir parce qu'il est très possible d'envoyer une équipe sur place qui devrait maintenant réparer un rail, mais le rail d'à côté peut-être devrait être réparé 2 ans plus tard. Mais ça coûterait moins cher de le réparer maintenant plutôt que de renvoyer une autre équipe 2 ans plus tard. Et ça, c'est typiquement ce que la recherche opérationnelle vous donne comme résultat. Donc ça, c'est classique. Ensuite, il y a 2 façons techniques qui commencent à devenir mainstream, c'est en fait utiliser l'un pour l'autre. On utilise une science pour améliorer les algorithmes de l'autre. Ça marche dans les 2 sens et ça marche très très bien. Il y a très peu de gens qui le font. C'est essentiellement de la recherche à l'université, mais les résultats sont vraiment très bons. Et finalement, il y a une nouvelle façon qu'on appelle une hybridation totale, qui est une hybridation
complète dans le sens où on a des nouveaux algorithmes. L'idée, en fait, c'est de se rendre compte que la complémentarité des deux fait qu'on peut développer des nouveaux algorithmes où on prend vraiment les bénéfices des deux et où l'écart des deux, en fait, est compensé par ce que les autres, enfin, ce que l'une et l'autre peuvent faire. Donc, je dirais, ce qui ne marche pas en ML peut se résoudre en OR et vice-versa, ce qui ne marche pas en OR peut se résoudre en ML. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait l'hybridation? Bon, d'une part, il y a les No Free Lunch Theorems. Alors, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. C'est relativement complexe. Puis, il paraît que ça ne s'applique pas au machine learning, soit de passant. Mais surtout, les résultats. Les résultats sont meilleurs. On peut optimiser, mais vraiment mieux. Donc là, on a vu le TSP, une différence où on parle de 3 ordres de grandeur. Mais en fait, quand on combine les deux, on a encore une meilleure optimisation. On a d'autres bénéfices. Les solutions sont plus robustes. On peut les expliquer plus facilement. Essentiellement, quand on combine le OR et le ML, on a du côté du OR, en fait, la connaissance du domaine qu'on peut mathématiser, qu'on peut mettre dans des équations, donc la connaissance des ingénieurs dans les compagnies, par exemple, et on a le savoir qui est obtenu avec l'expérience, l'historique. On combine les deux. Ça veut dire aussi, par exemple, que quand on fait ça, on n'a pas besoin de beaucoup de données pour commencer. On peut même se contenter de ce qu'on connaît au niveau du domaine, sans aucune donnée. Je sais que ça, quand on parle avec des gens qui sont en ML, c'est tout à fait impensable, mais oui, ça se fait, et on peut acquérir des données quand on commence le projet. On n'a aussi pas forcément besoin de données qui sont vraiment clean. On peut commencer avec des mauvaises données, parce qu'on a justement ce savoir qui vient compenser les mauvaises données. Et last but not least, on peut faire des choses qui sont tout simplement impossibles juste avec de la recherche opérationnelle ou juste avec du machine learning. Je vais vous donner un seul exemple de la combinaison des deux. Alors, on est en Suède, c'est une chaîne de restaurants, mais qui fait de l'événementiel aussi, et ils nous ont demandé de optimiser leur système de réservation en ligne en temps réel. Alors là, vous avez une table, enfin pas une table, pardon, vous avez un restaurant avec 12 tables, chacune des lignes correspond à une table, et vous avez les colonnes qui correspondent en fait à 15 minutes. Et vous avez une solution qui est donnée par notre système, où chaque bloc correspond à une assignation d'une table à un groupe. Donc vous avez un groupe de gens, par exemple 4 personnes, quelqu'un appelle en disant voilà, on est 4, on vient à 6 heures, parce qu'ils sont 4 qui viennent à 6 heures, vous estimez qu'ils vont rester 1h30, et le système alloue un bloc, donc fait une assignation d'une table pour ce groupe. Alors, c'est un problème qui est hautement stochastique dans le sens où il n'y a pas 4 personnes qui viennent, elles sont 3. Elles ne viennent pas à 6 heures, mais à 6h30, et puis finalement, il reste 4 heures au lieu de rester 1h30. Alors, la solution que vous avez là, c'est une solution qui a été calculée en temps réel par notre système, et j'aime beaucoup cet exemple parce que vous voyez, il y a 2 trous. Donc, le système a appris qu'en fait, si on gardait des tables libres, on pouvait mieux accommoder des gens. Donc, le but, c'est d'avoir le plus de gens possible. Et le système a trouvé qu'en fait, en laissant des tables libres, ça permettait plus facilement d'accueillir des gens qui allaient réserver plus tard ou des gens qui viennent à la porte. Alors, pourquoi est-ce que j'aime cet exemple? C'est parce qu'en fait, c'était inadmissible pour notre client, dans le sens où les gens qui travaillaient dans le restaurant paniquaient en voyant ça. Ils paniquaient quand ils voyaient une table libre, et les clients aussi n'aimaient pas ça, parce qu'une table libre aussi longtemps, ça voulait dire que le restaurant, forcément, n'était pas bon. Alors, combinaison ML-OR. ML pour faire des estimés, mais pas uniquement. Donc, estimer les habitudes, qu'est-ce que les gens mangent, quand est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils commandent. Et puis, avec ces estimés-là, on optimise avec de la recherche opérationnelle, et notamment, on peut éviter les trous. Donc, on a introduit une No Long Dead Zone Table Policy qui, en fait, disait au système, on ne veut pas une table qui soit libre trop longtemps. On a aussi fait un système Recommender System, mais à notre sauce. Donc, ce n'est pas un Recommender System version ML, c'est version ML-OR. En fait, on s'est rendu compte que quand un restaurant devenait plein, ça valait la peine de refuser des groupes, puisque en refusant ces groupes, ça permettait d'en accepter d'autres plus importants qu'on n'aurait pas pu accepter si on avait accepté les premiers groupes. Alors, si vous regardez les résultats, ça, c'est les résultats sur place. Donc, c'est des vrais résultats, je dirais, dans la vraie vie. On a augmenté leur trafic, donc le nombre de gens qui venaient de manger, de 20%. Dans la restauration, c'est énorme. Alors, l'hybridation totale. Donc ça, c'est une nouvelle approche qui, à mon avis, est très prometteuse. C'est de la recherche actuelle maintenant qu'on fait avec le professeur Gendreau à l'école polytechnique, mais pas uniquement. On est en train de discuter avec une des plus grandes écoles dans le domaine au monde pour faire de la recherche avec eux, mais il n'y a rien qui est fait. On est aussi à discuter avec un grand groupe qui a l'air de vouloir nous aider dans cette recherche. Et on a essentiellement 2 projets pour démontrer cette nouvelle façon de faire. Le premier, c'est un projet au niveau de l'injection d'émotions dans l'IA. Donc l'idée, c'est de rendre les robots, les algorithmes émotifs.
Et puis, on a un projet encore un peu plus fou, qui est de la vraie intelligence. En fait, on pense qu'il y a moyen de développer un système qu'on a envie d'appeler intelligent. Et a priori, si on arrive à construire ce système, possible qu'on n'y arrive pas, je ne sais pas, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer, il n'y a a priori aucune raison que ce système ne continue pas à s'améliorer et pourquoi pas, peut-être, irait vers les JI. Donc ça reste à voir. Alors, juste sur ces deux projets, pourquoi est-ce que utiliser uniquement le ML pour les émotions, c'est pas une bonne idée? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut énormément de données dans le sens où les émotions, c'est très contextuel. Si vous vous levez à 6 heures du matin, vous n'allez pas réagir de la même façon que quand vous allez vous coucher à 10 heures du soir. Si vous êtes devant votre boss, vous n'allez pas réagir que de la même façon que si vous êtes devant vos amis. Au cours d'une vie, les gens changent. Bref, le contexte est extrêmement important, ce qui veut dire qu'on a besoin d'énormément de données. Ça veut dire aussi qu'on n'aura sans doute pas assez de données et que donc les données vont donner des émotions qui seront biaisées. Là, on parle d'une émotion. Si vous voulez un système qui change d'émotion, il faut encore plus de données puisqu'il faut les données pour changer d'une émotion à l'autre. Et surtout, une chose qui n'a pas l'air d'être possible, en tout cas, je connais personne qui y est arrivé, peut-être que je me trompe, mais surtout, un système ne peut pas être contrôlé avec le ML. Le ML, vous donnez un input, puis vous croisez les doigts en espérant que l'output va correspondre à quelque chose de bien, mais en fait, vous n'avez aucune idée de contrôler ça, si ce n'est en réentraînant, etc. Mais je veux dire, au moment même où le système prend une décision, vous n'avez aucun contrôle. Et avec une combinaison du ML et du OR, en fait, on a un contrôle. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, le deuxième projet, donc au niveau de la vraie intelligence, en fait, on pense qu'il y a moyen de développer un système qui, de manière autonome, est capable d'augmenter, d'améliorer, d'optimiser sa représentation externe, donc de son entourage, en termes de concepts, en termes de sous-concepts, qui a moyen de jouer avec les concepts et les sous-concepts, et qui est capable d'apprendre et de désapprendre très vite. Alors, est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien, c'est un gros morceau, c'est vraiment pas évident, mais voilà, c'est ça qu'on essaye de faire, et l'avenir nous dira si oui ou non on est dans le bon ou pas. Et voilà ce qu'on peut faire, à mon avis, avec la combinaison ML-OR. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que je suis un petit peu trop tôt, mais ça permettra peut-être d'avoir des questions un peu plus, d'en avoir un peu plus. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Nikolai, pour cette excellente présentation. Donc, il y a un petit délai avec la plateforme de diffusion. Donc, nous invitons notre public à poser ses questions dès maintenant et je les dirai à notre invité. Donc, en attendant les questions, est-ce que vous pourriez un petit peu davantage nous détailler votre nouvelle approche et peut-être à l'aide de votre nouveau projet? Je vais parler de ce qu'on va essayer de faire au niveau de l'intelligence, parce que c'est en général ce qui vient titiller les gens. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est tout à fait irréaliste, impossible. Moi je dis essayons, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc on a une définition de l'intelligence qui n'est pas du tout une façon de se représenter le cerveau ou d'essayer de, je dirais, utiliser le cerveau humain ou de représenter ce que le cerveau humain est capable de le faire. C'est vraiment une intelligence machine. En fait, c'est une intelligence très bête, mais c'est une intelligence parce que c'est une intelligence autonome qui est capable de s'auto-améliorer. Alors, au niveau d'une thèse de doctorat qu'on aimerait faire, voici le problème qu'on aimerait résoudre. On a un labyrinthe, et ce labyrinthe a des trous dans lesquels, si l'agent tombe, il meurt, et il y a des fraises. Si l'agent mange les fraises, il obtient des points. Le but du jeu, c'est de sortir du labyrinthe et de manger un maximum de fraises pour avoir un maximum de points. Alors ça se résout avec du reinforcement learning ou d'autres approches. Maintenant, ce que nous, on aimerait faire, c'est en fait un exemple où, à chaque itération, le labyrinthe change. Donc, il change de manière dynamique. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de possibilité de comprendre où sont les trous de manière statistique et géométrique. Les trous vont changer à chaque fois. Donc, il faut vraiment avoir un concept de trou. Et mieux que ça, non seulement on va changer le labyrinthe de manière dynamique, mais on va aussi en fait changer les règles de manière dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va interchanger le rôle des trous et des fraises. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on va manger une fraise, on meurt. Et il faudrait que le système soit assez intelligent pour se dire, tiens, et si je tombais dans un trou, est-ce que je gagnerais des points? Et en fait, oui. Et on pourrait changer ça de manière dynamique plus d'une fois. Donc ça, c'est le genre de problème qu'on pense pouvoir résoudre avec cette approche. C'est un début. Un grand merci. Nous avons quelques questions qui sont arrivées. Je vais vous les poser. Oui. Donc, la première question, dans quel contexte ou industrie la combinaison ML et OR serait optimale selon vous?
Et quelle est votre vision sur l'industrie de la finance, de la gestion et de la trésorerie? Alors ça, pour moi, c'est une question facile, dans le sens où, peu importe l'industrie, l'utilisation, la combinaison des deux est toujours gagnante et supérieure. Il n'y a rien de mieux actuellement. En fait, l'idée, c'est de faire de l'hybridation. Plus vous allez incorporer des outils, mieux vous allez être outillé. Parmi les outils qui sont vraiment efficaces, il y a le ML, il y a le OR, il y en a d'autres, notamment le quantum computing. Donc l'idée, c'est vraiment de combiner le tout, mais il faut savoir comment combiner, parce que faire cette combinaison, c'est pas évident. Mais si on sait comment le faire, c'est gagnant, peu importe le domaine, peu importe le problème, et c'est vrai à tel point que nous, on ne fait plus aucun problème sans mettre du ML et du OR, peu importe le problème. Je vais juste donner un petit exemple. On a fait un problème en computer vision, où on devait reconnaître des saucisses. Alors, computer vision, typiquement, on se dit que c'est un problème en ML. En fait, on a fait 1400% de mieux avec une combinaison ML et OR. Et donc, ça vaut pour la finance aussi. Une autre question de la part de mon collègue Zoher Malki. Donc, sur le plan théorique, si on prend une méthode de décomposition pour des problèmes de grande taille, comme la génération de colonnes, oui. On sait que cette méthode souffre d'instabilité quand le problème dual du problème maître est non borné. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser le machine learning pour prédire ce cas de figure pour pouvoir l'éviter? Oui. Et est-ce qu'un exemple de combinaison ou d'hybridation de RO et ML, avec ML, pardon? Oui, ben, la réponse c'est oui. Oui, il y a moyen. Oui, ça fonctionne. Oui, il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Oui. Maintenant, je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas facile. Puis ça dépend de plein d'autres critères. Parce que le ML a besoin d'une répétition. Donc, si on utilise du ML, mais qu'on a des choses qui changent tout le temps, des instances qui sont pas les mêmes, ça fonctionne moins bien. Mais oui, en fait, le ML peut aider la recherche opérationnelle dans tout ce qui est prise de décision, que ce soit pour la génération de colonnes, que ce soit pour la génération des plans, que ce soit pour faire du local search et le choix des opérateurs, le choix des neighborhoods. Enfin, oui, le machine learning peut aider énormément là-dedans. Il y a d'ailleurs des équipes ici à Montréal qui travaillent là-dessus. Est-ce que le public a une autre question? On va attendre quelques minutes. Il nous reste 3 minutes, donc je vais peut-être profiter pour vous poser encore une petite question, si vous savez résumer votre réponse en 3 minutes. Oui, je peux essayer. On va essayer. On parle beaucoup de l'IA pour améliorer le bien-être. Quelle est votre vision de ça? Alors, on parle beaucoup de l'IA pour sauver la planète. D'une part, je ne pense pas que ça va sauver la planète. Je pense qu'on doit prendre des décisions politiques. Mais surtout, si on veut utiliser les approches analytiques, utilisons les bons outils. Ce qu'on a besoin, c'est essentiellement d'optimisation. On veut par exemple optimiser, minimiser la pollution. Minimiser, ça se fait vraiment plus avec de la recherche opérationnelle qu'avec du ML. Et donc, le prédictif est important, mais le prescriptif est nettement plus important. Donc, moi, je suis un peu malheureux quand je vois toutes ces solutions avec juste du ML. On pourrait aller beaucoup plus loin. Quand je dis qu'il y a moyen, en combinant les deux, d'optimiser de 20 à 40%, ça vaut, à mon avis, aussi pour la dépollution. On pourrait dépolluer de 20 à 40%. On ne peut le faire que si on combine les deux. Impossible sur le terrain, en réalité, d'obtenir 20 à 40% de pollution en moins si on ne combine pas les deux. Ok, merci. D'ailleurs, pour revenir à la question précédente, professeur Gendreau nous indique qu'il y a une thèse qui a été déposée lundi dernier à Poly sur un exemple de combinaison RO et ML en tournée de véhicules avec contrainte de chargement. Donc, pour votre information. Ben voilà. Salut donc, Michel. On arrive à la fin de notre session. Donc, je voudrais remercier notre présentateur pour son excellente présentation et j'invite également le public à nous rejoindre pour la prochaine présentation dont le titre est GeoImageNet, plateforme numérique de recherche collaborative en intelligence artificielle appliquée aux images satellites de très haute résolution qui sera présentée par Yacine Bouroudi. Donc, un grand merci à vous tous. Et, merci à tous. Merci.